de doctorat qui est arrivé aujourd'hui. Gianni, tu peux dire bonjour à tout le monde. Et c'est ça. Fabio, est-ce que tu pourrais présenter à Gianni aujourd'hui, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Fabien. Oui, donc merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, c'est Gianni Tivierge qui va présenter son projet de maîtrise. Elle travaille avec nous, avec Miguel, avec moi et avec aussi Christophoros Pappas sur un projet qui prévoit l'utilisation des dendromètres pour analyser les réponses des forêts. Donc, on a plusieurs sites expérimentaux. Et Gianni a fait un super travail l'été dernier. Et donc, il y a les premiers résultats qui commencent aussi à sortir. Donc, je ne sais pas s'il va présenter les résultats, mais plutôt les projets en tant que tels. Et donc, je suis sûr que va être une présentation très intéressante pour nous tous. Donc, merci à Gianni et on te laisse la parole. Super, merci. OK, voilà. Donc, comme Fabio disait, je travaille avec des dendromètres. Puis, l'étude de mon projet de maîtrise, c'est dans le fond l'étude intra-annuelle de la croissance et l'utilisation de l'eau des arbres boréaux en réponse à la variabilité environnementale. Donc, voici un peu le déroulement de ma présentation. Donc, je commence par une mise en contexte. Je vais parler des effets anticipés des changements climatiques sur la forêt boréale, puis des réponses écophysiologiques des arbres à la sécheresse. Je vais parler ensuite du cœur de mon projet, qui est l'utilisation des dendromètres pour étudier la croissance et les relations hydriques. Puis, je vais parler un peu des objectifs et hypothèses et de la méthodologie qui a été, entre autres, mis en place l'été dernier. Puis, finalement, je vais conclure. Donc, pour faire une mise en contexte, d'abord, je vais parler de la grande forêt boréale à l'échelle mondiale. Donc, ça représente 1,9 milliard d'hectares, ce qui est 14 de la surface de la Terre, donc ce qui est non négligeable. Comme on sait, la forêt boréale apporte d'innombrables bénéfices, que ce soit culturels, environnementaux, économiques, et j'en oublie probablement. Et puis, et ça représente, si on regarde juste la forêt boréale canadienne, elle correspond à 552 millions d'hectares, donc 28 de la zone boréale mondiale. Donc, on sait que cette forêt-là est menacée en ce moment par les changements climatiques. Donc, c'est tous ces bénéfices-là, en fait, qui peuvent être impactés. Donc, comme je disais, comme on sait, on vit en ce moment des changements environnementaux importants qui sont dus à une augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique et qui occasionnent des augmentations de température, entre autres, et des modifications au régime de précipitation. Si on se penche sur la forêt boréale, on prévoit des augmentations de 4 à 11 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, dans le fond, c'est des augmentations assez importantes. Ensuite, si on regarde les effets des changements climatiques sur la productivité de la forêt boréale, il y a des effets positifs qui sont dans le fond attendus, dont l'allongement des saisons de croissance. Donc, on a déjà des printemps plus hâtifs et des froids automnaux qui sont plus tardifs. Puis également, les augmentations de température pourraient être favorables jusqu'à un certain point sur des sites où ce qui limite la croissance principalement, c'est les températures. Puis également, l'augmentation de la concentration en CO2 peut aussi occasionner une réponse positive de la croissance des arbres. Bien qu'il y ait des effets positifs, il y a aussi énormément d'appréhension, dont des modifications aux dynamiques de perturbations naturelles, dont les feux et les épidémies d'insectes. Également, la mésadaptation des espèces aux nouvelles conditions climatiques, donc des nouvelles conditions qui changent plus vite que la vitesse de migration des essences. Puis ça peut également en découler des changements dans la composition des peuplements forestiers. Puis une des appréhensions majeures qui m'intéresse particulièrement dans mon projet de recherche sont les événements de sécheresse qui risquent d'être plus nombreux et plus sévères. Donc, ce qui m'amène à vous amener un peu à vous parler de la réponse écophysiologique des arbres à la sécheresse. Donc, la sécheresse est dans le fond causée par une augmentation de la température puis une diminution des précipitations, donc ce qui fait augmenter la transpiration de l'arbre et diminue la disponibilité en eau du sol. Il y a d'autres facteurs qui viennent influencer la disponibilité en eau, dont la porosité du sol et la fonte des neiges au printemps. Au niveau, dans le fond, de la texture du sol, on sait par exemple que les sols à texture grossière ont moins tendance à retenir l'eau, ce qui fait que l'eau est moins disponible.
comparativement, dans le fond, au sol, les textures plus fines, comme par exemple l'argile, qui ont une meilleure capacité de rétention d'eau. Donc, ces facteurs-là, dans le fond, qui augmentent le stress hydrique, si c'est vécu de manière prolongée, peuvent mener à une fermeture des stomates afin de diminuer la transpiration, donc ce qui est désiré, mais ce qui inhibe également la photosynthèse et qui cause une diminution progressive des réserves de glucides. Donc, au niveau de la croissance ligneuse, les périodes de sécheresse prolongée, dans le fond, ne permettent pas à l'arbre de se réhydrater complètement, ce qui affecte la pression de surgescence dans les cellules vivantes, puis qui va limiter, dans le fond, l'expansion cellulaire, donc la croissance. Puis également, les périodes de sécheresse prolongée peuvent provoquer le flétrissement des feuilles, la chute des feuilles et même mener jusqu'à la mort de l'arbre. Donc, pour déterminer la sensibilité des arbres à la sécheresse, on peut regarder ce qu'on appelle les traits fonctionnels. Dans les traits fonctionnels, il y a d'abord les traits d'évitement qui sont des traits typiques des plantes isohydriques. Dans le fond, puis ces plantes-là peuvent maintenir un potentiel hydrique constant en période de faible disponibilité en eau. Donc, ces traits-là incluent notamment aussi l'atténuation de la perte d'eau par régulation stomatique. Donc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Puis, un système racinaire profond, puis également une présence de réserve interne d'eau. Il y a également les traits de résistance, qui sont les traits de résistance à l'embolie. Donc, l'embolie qui est une bulle d'air qui se forme dans les conduits de transport de l'eau et qui peut empêcher, dans le fond, qui peut affecter le transport de l'eau et même briser le conduit. Il y a plusieurs propriétés, dans le fond, qui caractérisent les plantes qui sont plus résistantes, dont certaines propriétés du xylème, les dimensions des colonnes de transport d'eau. Puis, à cause de ça, il existe des différences entre les gymnospermes et les angiospermes, puisque, dans le fond, les éléments vaisseaux sont des conduits qui sont plus grands, qui ont une plus grande capacité de transport, mais qui sont aussi plus fragiles à l'embolie. Donc, comme je travaille avec des dendromètres, je vais vous présenter un peu de quoi ça a l'air et vous expliquer c'est quoi dans la prochaine diapo. Mais d'abord, il faut comprendre comment fonctionne, dans le fond, le fonctionnement hydraulique des arbres. Donc, il faut savoir que l'eau voyage toujours d'un faible potentiel hydrique vers un plus faible potentiel hydrique. Donc, au courant de la journée, lorsque, dans le fond, la température augmente, il y a vraiment une transpiration qui se fait au niveau du feuillage qui diminue le potentiel hydrique et qui crée vraiment un mouvement, dans le fond, qu'on appelle le continuum sol-plante-eau, qui, dans le fond, qui fait bouger l'eau, dans le fond, des racines à l'arbre, aux feuilles et à l'atmosphère. Donc, au courant de la journée, la transpiration est plus élevée que ce que l'eau absorbe du sol. Et la nuit, c'est le contraire qui se produit alors que les stomates sont fermés. Et c'est vraiment la phase qu'on appelle la phase de réhydratation de l'arbre. Donc, il y a plus d'absorption qui se fait au niveau du sol qu'il y a de transpiration au niveau de l'atmosphère. Donc, on peut dire que dans le fond, ça, c'est un élément important pour ce que je vais vous présenter par la suite. Dans le fond, les arbres présentent un patron cyclique journalier de leur contenu en eau, donc qui diminue au courant de la journée, puis qui, au cours de la nuit, c'est la phase de réhydratation, donc le contenu en eau de l'arbre réaugmente. Donc, je vais vous parler un peu des dendromètres. Dans le fond, dans le cadre de mon projet, on utilise des dendromètres à pointe qui sont sur la photo que vous voyez à droite. Dans le fond, ça en est un. C'est un appareil qui est installé directement sur l'écorce de l'arbre puis qui nous permet de suivre les fluctuations radiales du tronc des arbres. Donc, ça nous donne un peu le patron qu'on observe à gauche sur le graphique. Donc, vous voyez que le cycle que je vous parlais journalier, on le voit très bien sur le graphique. Et on peut extraire également ces données-là, les variations nettes du tronc, parce que dans le fond, ces fluctuations-là sont dues au contenu en eau qui change, mais également à la croissance de l'arbre. Donc, une fois qu'on analyse ces données-là, on peut vraiment venir extraire la croissance, dans le fond. Fait que si on prend les 2 derniers maximums atteints, mais ça nous donne la croissance de l'arbre. Voilà. Puis, on voit également les différentes phases de contraction et d'expansion de la tige là, sur le graphique. Puis là, on ne le voit pas présentement, mais on peut extraire également le déficit en eau de l'arbre, dans le fond. Puis, ça se calcule en soustrayant la mesure du diamètre à un temps donné du dernier rayon maximum atteint. Je vais vous parler un peu plus des objectifs de mon projet. Donc, c'est de comprendre comment les facteurs environnementaux, donc la variabilité météorologique et édaphique, donc sur différents types de sols, influencent la croissance intra-annuelle et le statut hydrique de ces 3 essences au cours de la saison de croissance. Donc, les 3 essences qui sont le pin gris, l'épinette noire et le peuplier faux tremble.
Donc, mon projet vise à répondre à 2 questions principales, qui sont comment la variabilité environnementale affecte les fluctuations hydriques des arbres au cours de la saison de croissance. Et également, est-ce qu'on veut essayer de comprendre, est-ce que la réponse de la croissance face aux stress environnementaux pour le pin gris et l'épinette noire diffère dépendamment si ces arbres-là sont situés sur des sites argileux ou sablonneux. Donc, nos hypothèses sont d'abord que le déficit hydrique augmente lors des périodes plus sèches à cause de la faible disponibilité en eau du sol pour les arbres. Et le déficit hydrique serait moins fort pour le pin gris que pour le peuplier et l'épinette noire, entre autres parce que le peuplier a une plus grande capacité d'évitement des épisodes de sécheresse, comme j'ai présenté tantôt. Puis, le déficit hydrique serait plus fort sur les sols sablonneux qu'argileux, car dans le fond, les sols sablonneux ont une texture plus grossière, donc une moins grande capacité de rétention d'eau. Pour ce qui est de la croissance et la comparaison, dans le fond, entre les 2 différents types de sols, on émet comme hypothèse que la croissance des épinettes noires va être limitée par la disponibilité en eau sur les sols sablonneux. Et cette hypothèse-là a été mise pour 2 principales raisons. D'abord, parce que c'est une essence qui est plus sensible à la sécheresse. Et deuxièmement, les sites sablonneux, comme je disais, ont une moins bonne rétention d'eau. Donc, ces 2 éléments mis ensemble nous portent à croire que, dans le fond, la croissance de l'épinette noire va être limitée sur ces sols-là. Puis, ben, pour le pin gris, on ne pense pas avoir que ce soit aussi significatif pour le pin gris à cause justement de sa capacité à éviter la sécheresse. Donc, il n'y aurait pas nécessairement de différence pour le pin gris entre s'il se trouve sur argile ou sur sable. Donc, je vous présente un peu mon aire d'étude. Mes sites sont situés, j'ai 2 sites à proximité d'Amos et 2 autres sites qui sont situés au nord de la Sarre, dans la région du nord du Québec. À Amos, on a un site sur argile, un site sur sable, et à Haute-Nord également un site sur argile, un site sur sable. Donc, ça nous fait 2 sites sur argile, 2 sites sur sable. Sur argile, on retrouve le pin gris, l'épinette noire, peuplier faux-tremble, tandis que sur les sites sablonneux, le peuplier faux-tremble est absent. On a 5 arbres études par essence par site, donc si on fait le calcul, ça fait 50 arbres études au total pour ce projet-là. Puis, au niveau de la collecte des données, on utilise une station météo par site. On a également 2 autres stations météo qui viennent nous donner des données supplémentaires qui sont situées à proximité. Puis, on a un dendromètre connecté à chaque arbre, donc 50 dendromètres, qui, comme je disais tantôt, viennent nous donner des mesures sur les variations radiales du tronc des arbres. Donc, les données qui sont prises, température de l'air, humidité relative, température du sol et son contenu en eau, puis également radiation solaire et précipitation. Puis, ces données-là sont toutes collectées à une résolution temporelle de 30 minutes. Puis cet été, on a également fait un inventaire sur chacun de nos sites. Donc, on a utilisé 2 placettes. Une première placette de 25 mètres qui, dans le fond, les données ont été prises sur l'emplacement des arbres et leur DHP afin de pouvoir éventuellement calculer des indices de compétition pour nos analyses. Puis, on a également une placette de 15 mètres qui va nous permettre d'analyser la croissance sur plusieurs décennies. Puis, au niveau du traitement de l'analyse des données, principalement, ça va se faire dans RStudio. Puis, on va utiliser le package TreeNetPro, qui, dans le fond, est un package qui a été développé pour travailler avec des données de dendromètres, qui nous permet d'extraire le déficit hydrique, les variations nettes, donc la croissance, dans le fond, de les exclure des variations qui sont dues au contenu en eau. Puis, également d'évaluer le début et la fin de la saison de croissance. Puis ensuite, on va pouvoir modéliser la réponse à la croissance et du déficit hydrique aux différentes variables environnementales qui ont été mesurées. Puis également, on va inclure, comme je disais, des indices de compétition qui sont basés sur la distance et le diamètre des arbres compétiteurs. Donc, pour conclure, ces résultats-là vont nous permettre de mieux comprendre l'impact des facteurs météorologiques et édaphiques sur la croissance et l'utilisation de l'eau des arbres. Puis, ça va être une contribution importante dans l'évaluation de la productivité et la résilience des forêts face au changement climatique. Voilà. On serait maintenant rendu à la période de questions, si vous en avez. On a une main levée. Ce ne sera pas long. Léa. Oui. Tu m'entends bien, Janie? Oui. Oui, tu m'entends. OK. J'avais une question, mais c'était comme plus de la curiosité qu'autre chose.
tu disais que, ah, puis, bon, d'abord, très bonne présentation, j'ai oublié de le préciser, mais tu disais que tu prenais tes mesures toutes les 30 minutes sur tes affaires. Comme, pourquoi juste 30 minutes? Tu sais, je suis vraiment juste curieuse, là, pourquoi 30 minutes et pas comme 1 heure, toutes les heures ou toutes les comme 15 minutes, par exemple? 30 minutes, c'est déjà assez précis, je pense. Puis après ça, on peut les ramener à n'importe quelle échelle qu'on veut, dans le fond. On peut s'amuser, on peut les ramener à l'heure, à la journée. Fait que je pense qu'on ne pourrait pas vraiment descendre plus bas que 30 minutes. Je pense que 30 minutes, c'est déjà assez très précis comme ça, là. Ok, mais du coup, pourquoi pas 1 heure? C'est pas assez précis? Euh, c'est une bonne question. Écoute, je pense qu'on est allé avec la meilleure précision possible. Puis, ouais, c'est ça. Ok. Merci, Léa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Oui, Jonathan? En fait, c'est Anna. Mais comme j'ai pas de micro sur mon truc, j'en profite pour parler sur le Zoom de Jonathan. Et en fait, je voulais juste déjà te féliciter parce que c'était super intéressant. Que tu as vulgarisé des concepts qui n'étaient pas forcément faciles à vulgariser. Ça m'a appris pas mal de trucs, finalement. Enfin, ça m'a permis de comprendre quelques trucs que je n'avais pas forcément compris. Et je me demandais par rapport à ce que tu disais sur les effets de changement climatique, parce que tu parlais d'un allongement de la saison de croissance, saison de végétation. Et je m'interrogeais sur l'impact direct que ça aurait pu avoir. Je ne sais pas si tu as vu dans la littérature sur la sénescence, par exemple, parce que je sais que justement, en forêt méditerranéenne, il va y avoir en fait aussi une élongation, enfin un élongement de la période de végétation. Et je me demandais s'il y avait une sénescence qui était précoce, qui était observée ici aussi ou pas trop. Parce que je sais qu'il y a par exemple chez le chêne pubescent, en fait, l'arbre va avorter en fait des fruits. Parce qu'en fait, si la sécheresse est trop intense, en fait, il va pas pouvoir mener à bien en fait sa reproduction en fait. Je sais pas si tu as vu des trucs comme ça dans la littérature. Non, mais mes lectures étaient vraiment ciblées sur l'impact que ça a sur la croissance puis sur le début, dans le fond, des activités dans le fond du cambium, là, vraiment au printemps. Fait que non, j'ai pas vraiment regardé à ce stade-là, mais c'est très intéressant quand même. Je serais curieuse de voir ce que ça dit. Ouais, parce que je me dis, tu sais, c'est vrai que je pense que ça joue beaucoup sur la croissance, pas forcément, plus sur le stockage du carbone au final que sur la croissance, mais ça reste de la productivité, tu vois, genre, ça, je me demandais. Ok, merci en tout cas. Je peux faire un commentaire si mais je pense que pour demain, il faut faire attention un petit peu sur la sécheresse, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur l'effet très néfaste de la sécheresse dans un endroit aussi humide que notre forêt à nous ici en Abitibi. Donc, probablement tu auras des questions sur ça. Et pour ce qui concerne les 30 minutes, c'est vraiment un bon compromis qui permet de voir bien les fluctuations journalières et intrajournalière sans non plus avoir une quantité de données énorme, parce qu'au final, en dessous de 30 minutes, ça ne bouge pas trop un arbre, finalement. Mais sinon, très belle présentation, Gianni. On a quelques questions. Allons-y avec Miguel pour commencer. Je voudrais aussi faire un commentaire, féliciter à Yanni pour le travail, pour la belle présentation. Il y a un aspect qu'on va parler plus tard, quand tout le monde va partir, des petits commentaires pour demain, surtout pour te préparer pour demain. Et pour continuer, Léa, les bases de données de l'Andromède sont une folie. Hyper grand, difficile à traiter, difficile à organiser, difficile à tout. Comme Fabio a dit, 30 minutes, c'est un bon compromis. Parce que tu imagines, si à 30 minutes, on a un donné, par jour, on a 48 par arbre, mais imagine tous les arbres qu'on a en cette étude-là, c'est super difficile à traiter. Et les variations, c'est pas assez grand. Gianni, on se reparle plus tard pour les détails plus précis, OK? Merci, Miguel. Michel? Bonjour. Moi, perso, j'ai trouvé ça super intéressant, là, surtout que le fait que tu ailles sable, argile et tout, ça ressemble un peu à mon projet. Moi, ce que je me demandais, c'est sur tes sites que tu avais,
as-tu des différences, mettons, topographiques? Tu sais, mettons, sur l'argile, ça va être plus humide. As-tu des endroits qui sont vraiment plus comme dans mettons, des swamps ou tu en as des plus secs? Tu sais, je me demandais si tu avais des différences sur tes sites. C'est tout. Ben, sur Argel, je te dirais que les sites se ressemblent, là. C'est assez plat, il n'y a pas vraiment de dénivelé. Mais les sites sur sable sont vraiment intéressants parce qu'on se retrouve sur Esquerre. Fait que le site d'Ama, c'est comme un peu dans le milieu, mettons, je te dirais, de la pente de l'Esquerre. Tandis que le site, dans le fond, à Hautier-Nord, est vraiment sur le dessus de l'Esquerre. Puis il y a vraiment une espèce de. Il y a vraiment du dénivelé, même à l'intérieur même de notre placette, là, du peuplement. Là, il y a vraiment comme des irrégularités dans le sol. Fait que ça fait qu'on se retrouve avec des petites pentes. Fait que, ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je vais faire un autre commentaire pour aider Gianni pour demain. Je parle aussi toi sur le fait qu'on a simplement 2 saisons de croissance et qu'on ne pourra pas voir tous ces effets si dans ces 2 saisons de croissance, non, on n'a pas de fluctuations météorologiques importantes durant l'été. Donc, ça pourrait être un limite d'avoir simplement 2 saisons de croissance. Ouais, c'est bon. Ben, je me disais qu'on allait probablement en discuter, mais je peux l'inclure dans la présentation aussi directement. C'est une grande limitation de l'étude, Gianni, parce qu'il a des séries temporelles intraannuelles de 15 ans, 10 ans, super longues, qui ne peut vraiment pas rentrer dans le débat parce qu'on n'a pas une période de 5 ans en laquelle on peut voir les fluctuations entre différentes sessions, etc. Chaque état, c'est différent, et surtout avec le changement climatique. Je pense que c'est une limitation de l'étude assez importante et qu'on pourrait mettre en valeur. Oui, effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on pourra mettre fin. Juste pour vous avertir, là, avec l'aide de Sang-Yoon, on va prendre l'enregistrement de ça. Donc, Janie, peut-être d'ici la fin de la journée, je pourrais te renvoyer le lien si tu veux te réécouter. Puis pour tous les autres aussi, on va médiatiser ça sur notre chaîne YouTube à partir de maintenant. La semaine passée, on a oublié de partir l'enregistrement, mais à partir de maintenant, ça va toujours être fait. Une question pour toi, Marc-André. Oui. Si on veut rester pour en discuter de la présentation, mettons avec Miguel, Fabio, est-ce que dans le fond, tu peux rester connecté pour pas que ça ferme automatiquement la réunion? Regarde, pour préserver la confidentialité, je vais te mettre haute. Comme ça, je vais OK. pouvoir quitter puis tu vas pouvoir rester dans la salle. Ah, super, merci. Fait qu'à tous les autres, on se revoit jeudi. On en a un deuxième cette semaine. Donc, bonne journée à tous. Bonne journée. Marc-André, tu es toujours là? Oui, je suis encore là. Est-ce que tu as bien reçu les fichiers que je t'avais envoyés pour le... Oui, j'ai tout reçu. Merci, Anna. S'il y a de quoi, je te recontacterai. Ok, super. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Oui, Jenny, tu devrais être animateur. Donc, si je quitte, tu devrais rester là. Si ça flush tout le monde, juste m'envoyer un message rapide, puis je vais repartir ça. Donc, bonne journée à tous. Bonne journée. Ouais, Janie, est-ce que tu veux que juste je te fasse un peu